Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. Voici les titres que nous allons développer dans cette émission. Le président Abdel Fattah al-Sisi réélu avec plus de 97% des voix. L'autorité nationale des élections a proclamé les résultats officiels. Une victoire écrasante dans ces élections sans véritable compétition. Seul le taux de participation était la seule véritable inconnue. Il n'a été que d'un peu plus de 41%. Alors, quels enseignements tirer de ce taux de participation? Sur quelle base va s'appuyer le président Abdel Fattah al-Sisi pour légitimer sa réélection? Le décryptage dans quelques instants avec nos invités. Au programme également, la bauxite guinéenne face au défi de la transformation. Abdoulaye Magasouba, ministre des Mines, a une nouvelle fois réaffirmé la volonté du gouvernement d'installer une chaîne de transformation de ce minerai nécessaire à la fabrication de l'aluminium. Puis ces croyances peu connues autour des jumeaux. Supposés être porteurs de malédiction, les jumeaux sont rejetés dès leur naissance par leurs parents dans certaines régions du continent où ils sont même menacés de mort. Une association d'Abuja au Nigeria tente de sauver ses enfants en danger. Pour le décryptage de cette actualité avec moi sur ce plateau, Monsieur Barandiaï, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes consultant en innovation technologique. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Également à mes côtés, Jean-Marie Bitomo, notre éditorialiste. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir Zara et bonsoir à tous nos téléspectatrices et téléspectateurs. Place à l'actualité politique. « 97,08 », c'est le pourcentage des suffrages recueillis par le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi lors des scrutins du 26, 27 et 28 mars. Il remplit donc pour un nouveau mandat de 4 ans, une réélection qui n'a rien de surprenant puisque son seul adversaire n'est autre que l'un de ses partisans. L'unique enjeu de cette élection résidait donc dans le taux de participation et de 41,5%. Cette participation est largement en deçà de l'objectif que s'était fixé le gouvernement. Solène Duplessis. Sans surprise, c'est le président Abdel Fattah al-Sisi qui a été réélu pour un second mandat de 4 ans avec 97,08% des voix. Son concurrent, Moussa Mostafa Moussa, a quant à lui rassemblé 2,92% des voix. Le taux de participation, seul véritable enjeu de la présidentielle, reste néanmoins particulièrement faible. Sur les 60 millions d'Égyptiens inscrits sur les listes électorales, ils ont été seulement 41% à avoir voté. Aujourd'hui, l'autorité nationale des élections est ici pour annoncer le résultat final de l'élection présidentielle égyptienne de 2018. Cette présidentielle a été remportée par Abdel Fattah al-Sisi. Avec près de 22 millions des voix obtenues sur les 24 millions d'électeurs recensés, le président prouve ainsi qu'il dispose du soutien d'une grande partie de la population égyptienne. Abdel Fattah al-Sisi est cependant confronté à plusieurs défis majeurs, à savoir la stabilité sécuritaire et le redressement économique. C'est le résultat que tout le peuple égyptien soutiendra. J'espère juste que le président Sisi soulagera le fardeau déjà ordinaire. J'espère que le président Abdel Fattah al-Sisi continuera à travailler dans la même direction et que tout le peuple égyptien le soutiendra. Et j'espère aussi qu'il accordera plus d'attention à l'éducation, aux services médicaux et aux retraités, car notre vie quotidienne est très difficile. En 2014, Abdel Fattah al-Sisi avait été élu avec 96,9% des voix après la destitution par l'armée du président islamiste Mohamed Morsi. Le second mandat de 4 ans d'Abdel Fattah al-Sisi pourrait bien être le dernier, le nombre de mandats présidentiels étant limité à 2 par la constitution égyptienne. Donc les chiffres donnés par l'autorité des élections sont donc à présent officiels, avec notamment ce chiffre très important, à savoir le taux de participation qui est de 41,5%, je le disais tout à l'heure. Barandiaï, nous sommes loin des 47% visés par le régime sur le plan de la mobilisation. C'est un échec pour le président al-Sisi?
De mon point de vue, Zahra, ça ressemble à un échec. Pourquoi? Parce que moi, j'aime bien comparer les chiffres. Si on se réfère aux dernières élections il y a 4 ans, il avait gagné encore aux alentours de 97%, 96,9%. Donc moi, je vais l'appeler M. El-Sisi, M. 97%, parce qu'il nous remet 97% 4 ans après. Par contre, il y a une notion de mobilisation, c'est-à-dire que la population égyptienne, dont 60 millions pouvaient se présenter pour élire le président, il n'y a que 25 millions qui ont été votés. Il faut retenir ce chiffre-là aussi. Ça veut dire un tiers des personnes qui pouvaient aller voter. Ça veut dire que la population n'adhère pas en masse. C'est-à-dire que c'est le gouvernement qui, lui, s'était projeté sur ses objectifs, qui étaient 47%. Malheureusement, il ne les a pas atteints. Pourquoi? Parce que de mon point de vue, on se rend compte techniquement que c'était des élections peu transparente, avec peu de challengers, c'est-à-dire la seule personne qui était en face du maréchal Al-Sisi, c'était un de ses proches qu'on connaît bien, qui est Moussa Mostafa Moussa, qui a eu environ 2,92%. Sachant que si tous les challengers, les opposants ont été, on va dire, écartés, parce qu'on sait qu'il y avait le neveu du président Sadat qui a été écarté, il y avait l'ancien ministre de Moubarak qui était Shafik qui a été écarté, il y avait le général Hanan qui a été écarté. Écoutez, c'était un boulevard ouvert pour moi pour que M. Al-Sisi puisse remporter haut la main les élections. Par contre, là où il faudra mettre le bémol, c'est que c'est par rapport au faible taux pour moi de participation et d'adhésion des Égyptiens qui ont démissionné avant ces élections parce qu'ils la savaient gagner d'avance. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a une crise qu'on connaît en Égypte et cette crise, c'est une crise économique quelque part, c'est une crise sécuritaire, je vais en revenir un peu plus tard, parce que l'Égypte doit redynamiser, ils l'ont bien dit dans le reportage qui a précédé, son économie. Et pour redynamiser l'économie, bien sûr, il faut sécuriser. Mais sécuriser le pays ne veut pas dire aujourd'hui, quelque part, s'armer militairement à bloc à 100%. Ça ne réglera pas le problème. Moi, je préconise toujours, je ne suis pas économiste, j'ai tendance à le dire, à le souligner sur votre plateau, qu'il faut paralléliser quelque part le dynamisme, la sécurité, d'accord, mais paralysé avec un boom économique à côté. C'est-à-dire des projets qui vont faire que le peuple ne verra pas que de la sécurité partout, pas que de l'armée partout. Alors, vous évoquez justement le bilan du président Al-Sisi, donc un bilan économique, sécuritaire qui n'est vraiment pas bon, avec notamment cette inflation qui s'est envolée de 30%. Et sur le plan sécuritaire, par ailleurs, le pays est frappé par de nombreux attentats depuis 2013. Cette participation tombe comme une sanction par rapport à ce bilan, Jean-Marie Bitomo? De mon point de vue, c'est une sanction. Zahra, il n'y a pas à hésiter là-dessus. Tout simplement, pourquoi? Parce que l'environnement politique égyptien n'est pas assaini en tant que tel. Regardez le taux de participation. Monsieur Barra a dit tout à l'heure, le tiers, c'est même pas un tiers, c'est la moitié, puisque nous avons 60 millions d'électeurs potentiels. Donc là-dessus, on a quoi? On a 25 qui vont, comment dirais-je, aux urnes. Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que vous avez plus de la majorité de la population égyptienne qui n'a pas vraiment confiance en son président en tant que tel. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il faut quand même, j'aime toujours revenir sur l'histoire, il faut revenir sur la dimension historique. Comment est-ce que le président Al-Sisi arrive au pouvoir? Il en a parlé tout à l'heure, M. Barra. Comment arrive-t-il au pouvoir? C'est sur un coup d'État, entre guillemets. Tout simplement pourquoi? Parce que le président qui était là avant lui, le président égyptien... Mohamed Morsi. Mohamed Morsi a été élu démocratiquement. Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que le nouveau président a du travail sur la planche, tout simplement pourquoi il s'agit maintenant de réunir tous les Égyptiens en tant que tels et que les populations sentent qu'il y a ce désir de réunion-là. Et il parlait tout à l'heure, là, notre invité parlait, si vous voulez, de la dynamique économique. Vous ne pouvez pas avoir une dynamique économique dans un État insécuritaire, c'est impossible parce que quand l'investisseur arrive, l'investisseur veut sécuriser son investissement. Et si l'insécurité lui semble supérieure par rapport à son retour sur investissement qu'il attend, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne viendra pas investir à ces niveaux-là. Donc nous savons très bien que la problématique de l'Égypte, c'est un pays principalement touristique, agricole aussi, quelque part. Donc dès l'instant que vous avez des investisseurs qui ne sont pas là, pour l'Égypte est en Afrique, un des premiers producteurs de blé en tant que tel. Donc à partir du moment où vous avez
C'est-à-dire cette agriculture-là dont je parle souvent sur nos plateaux qui constitue, ils ont le tourisme à côté, mais l'agriculture, c'est-à-dire constituait déjà, c'est-à-dire une bonne avancée pour l'Égypte. Et dès l'instant que vous avez cette insécurité-là, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que vous avez moins d'investissement. Vous avez, comment dirais-je, le pouvoir d'achat de la population qui baisse. Dans le reportage là tout à l'heure, vous avez pas mal d'Égyptiens qui nous ont dit qu'on espère que le président va continuer dans cette dynamique-là, c'est-à-dire tout ce qui est les besoins cruciaux de nos États africains. Ça veut dire l'éducation, la santé. Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que le niveau atteint n'est pas encore optimal en tant que tel, vu les potentialités de l'Égypte, parce qu'il faut toujours raisonner par rapport aux potentialités du pays, ce que j'ai dit toujours sur ce plateau, les dotations factorielles naturelles de chacun des pays. Et au vu des dotations naturelles de l'Égypte, j'estime que les performances sont largement en dessous de ce qu'elles devraient être. Donc, je pense que le nouveau président, il devrait s'atteler maintenant à réunir, c'est-à-dire les frères musulmans qui sont de l'autre côté. C'est pas nouveau, on le sait. C'est-à-dire l'Égypte, ça a toujours été, comment dirais-je, une espèce de bouillotte. Le président Sadat a été assassiné comme ça, ainsi de suite. Donc, il conviendrait maintenant que le président s'assoit et qu'il s'assoit avec les Égyptiens comme les autres. Ce n'est pas une question de religion. Nous disons toujours que la religion, c'est-à-dire et l'ethnicisation que les gens veulent faire en Afrique, ce n'est pas une bonne chose pour nous. Donc là-dessus, il est impératif que le président Sisi essaye de réunir tous les enfants de l'Égypte en tant que tel. Je vous rejoins parfaitement sur certains points parce que vous avez parlé d'éducation. Effectivement, sur le plan de l'éducation, on a bien noté que l'Égypte avait aujourd'hui été en recul. Pourquoi? Parce que tout simplement, les experts ont démontré que pour des classes conçues aujourd'hui pour le primaire, pour accueillir 40 élèves, on se retrouve avec 90 élèves. C'est-à-dire qu'il y a un système qui ne fonctionne plus. C'est-à-dire que ça veut dire qu'il y a eu une dégradation, du système scolaire et éducatif. Pourquoi? Parce que quelque part, il y aura des conséquences et non des moindres, parce que il y aura une classe sociale qui va être fracturée parce que ceux qui peuvent mettre leurs enfants dans les écoles privées le font, et ils le font justement. Et les professeurs du public qui ont un salaire inférieur à 150 $ par mois, figurez-vous, sont en train d'adhérer vers le privé pour donner plus de cours, c'est-à-dire pour augmenter leurs revenus. Qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Le taux d'alphabétisation va baisser, c'est une conséquence. Après, qu'est-ce qui va se passer à haut niveau? C'est-à-dire qu'au niveau de l'emploi, de la formation professionnelle et du chômage, il y aura un taux de chômage élevé. C'est mon point de vue. Et quelque part, par rapport à ce taux de chômage élevé, il y aura beaucoup plus d'abandon du système éducatif, ce qui va faire que l'Égypte est gangrénée par le terrorisme, par les extrémistes. Ces gens-là vont avoir un boulevard de recrutement et du coup, ces conséquences... Vous avez tout à fait raison là-dessus, c'est-à-dire ça va ouvrir un boulevard parce que l'éducation permet d'arrêter, c'est-à-dire la mouvance terroriste quelque part, parce que les gens comprennent. Donc notre invité a vraiment raison, Zahra, d'insister sur l'aspect éducationnel là-dessus, tout simplement pourquoi? Parce que ces gamins-là qui n'auront pas reçu la bonne éducation en tant que telle sont à la merci des gens qui vont venir leur présenter des idées farfelues. Bon, vous voyez, bon, ça ne marche pas, vos parents ne travaillent pas, on ne peut pas faire ceci, bon, venez avec nous, bon, on devient terroriste bien malgré soi. Exactement. Par nécessité en tant que tel. Alors, vous l'avez évoqué au tout début de votre analyse, Baran Ndiaye. Alors, juste quelques données des années antérieures. En 2012, où il y avait à peu près une dizaine de candidats aux élections présidentielles, le taux de participation était quand même assez élevé, 51%. En 2014 maintenant, où il n'y avait que 2 candidats en lice, là le taux est tombé à 47,5%. Et puis là, on en est à 41,5%. Baran Ndiaye, est-ce que cette faible participation est liée aussi au verrouillage du régime égyptien? Bah oui, bien évidemment. Pourquoi? Parce que quelque part, vous savez, les institutions doivent être fortes. Et là, en Égypte, on a un homme fort et une armée très forte. Aujourd'hui, ce qui me désole, Zahra, c'est le mutisme de la communauté internationale, encore une fois. Parce qu'en Afrique, quand il y a des élections pas transparentes, où la CENI et la commission électorale n'organisent pas bien, en fait, cette partie là, ce qui se passe, c'est qu'on a tendance à entendre il faut aller dans les élections démocratiques, transparentes, en impliquant toutes les parties. Aucun membre de la communauté internationale ne s'est prononcé. Et d'après ce que je constate, c'est que je me rends compte que l'Égypte, encore une fois, s'est militarisée davantage. C'est-à-dire qu'ils ont acheté des Mistral. D'accord? Ils ont acheté des Mistral pour renforcer leur flotte navale. Ils ont acheté des Rafales à certains membres de la communauté internationale. Ils ont le plus grand budget d'aide à l'armement des États-Unis. Ils ont acheté des armes russes. Ils sont en train de protéger une frontière israélienne. Bah, écoutez, la communauté internationale trouve son idéal dans tout ça et ne réagit pas. Tout à fait. Et du coup, le peuple égyptien
n'adhèrent plus à ce système parce que le peuple, d'abord, avant les autres et leur intérêt. Il faut penser à son peuple, qu'il soit mobilisé, il faut lui vendre des bons projets sur le plan éducatif, sur le plan de la santé, pour les mener à une transparence et à une croyance, parce qu'un peuple n'a pas besoin de rêver, mais il faut lui présenter des projets auxquels il croit, des projets concrets et factuels. Et malheureusement, nos projets, sur la plupart des pays africains, pas tous, ne sont pas concret, parce que c'est pour cette raison qu'on n'y adhère pas souvent. Et c'est pour cette raison que le peuple démissionne. Et je trouve ça dommage et déplorable. Jean-Marie Bitomo. Oui, je veux vraiment suivre, si vous voulez, notre invité, tout ce qu'il vient de dire, tout simplement pourquoi? Parce que il a ouvert une page, qui est une page assez intéressante à analyser. Ça voudrait dire quoi? En Afrique, on se contente, c'est-à-dire d'acheter, de rêver aux grands projets. Le grand projet, c'est le rêve de la Banque mondiale et du FMI. Quand ils arrivent, bon, ok, on sait qu'on va vous vendre le projet, vous allez passer, je ne sais pas moi, 2 décennies à rembourser. Pendant ce temps-là, vous ne faites pas autre chose. Alors que la première des choses, je parle toujours de la hiérarchisation des priorités ici. Quelle est la priorité de l'Égypte aujourd'hui? De s'armer autant que ça. D'où vient la menace? La menace, on ne la voit pas. Donc, comme dirait Israël, vous voyez, bon, il y a eu la guerre, comment dirais-je, de 67 et tout ce qui s'ensuit. Mais ça, c'est de l'histoire ancienne. Mais non, les pays africains doivent se projeter aujourd'hui vers quoi? Vers le développement des populations. C'est-à-dire essayer de donner le maximum de bien-être à toutes les populations africaines en tant que telles. Aller s'armer aujourd'hui, dépenser des milliards, qu'est-ce que ça rapporte à la population égyptienne en tant que telle? Ça ne rapporte strictement rien du tout. Au contraire, on est en train d'endetter les générations futures à venir pendant des années et des années, alors que la population ne profite pas de ce qui est fait sur son territoire en tant que tel. Alors que c'est la première des choses. On parle toujours de l'économie, les gens parlent de l'économie. La première définition de l'économie est simple. C'est quoi la fonction de l'économie? C'est de satisfaire les besoins individuels des gens dans une société donnée. Donc, dès que ces besoins-là ne sont plus satisfaits, qu'est-ce qui se passe? On va tomber, c'est-à-dire sur l'idéologie qui, de plus en plus chez nous en Afrique, devient une idéologie religieuse en tant que telle. Et c'est un problème que l'Égypte connaît aujourd'hui depuis des décennies et des décennies. J'ai parlé là tout à l'heure, c'est-à-dire du président Sadat, ainsi de suite et tout. Les frères musulmans ont toujours été là. Et la population adhère tout simplement. Pourquoi? Parce que Morsi, l'ancien président Morsi, il recevait de l'aide, si vous voulez, des pays voisins, des pays qui étaient, si vous voulez, dans cette dimension religieuse. Donc à partir de là, ils arrivaient à pourvoir à certains besoins de la population en tant que telle. Donc la population y adhère automatiquement, tout simplement. Pourquoi? Parce que les besoins fondamentaux de l'individu ne sont pas satisfaits dans nos sociétés africaines. Et c'est une des raisons, il en a parlé tout à l'heure, M. Barra, une des raisons pour lesquelles on se pose toujours la question de savoir comment se fait-il qu'il y a des taux de participation aussi bas dans nos États africains. Et vous verrez que c'est une logique qui ne concerne plus que l'Afrique aujourd'hui. Regardez les États occidentaux, tout simplement. Pourquoi? Moi, je dis toujours, tant que vous avez le PIB mondial dont la répartition est mal faite, vous aurez toujours, si vous voulez, des mouvements qui vont se lever et dire que non, c'est ce qui est fait, c'est pas de la justice sociale, c'est au contraire autre chose. Et à partir de là, on crée des soulèvements, si vous voulez, dans toutes les populations du monde. Nous sommes ici, là, en France, des jeunes Français qui partent d'ici, là, pour aller, comment dirais-je, dans les pays qui sont en guerre, qui sont d'autres religions, ainsi de suite. C'est quelque part, c'est motivé par ça. Alors, Bara Ndiaye, pardonnez-moi, vous voulez intervenir. Alors, bien entendu, énormément de questions à poser autour donc, de cette réélection, notamment sur le plan de la légitimité, mais aussi les enjeux aussi du côté de l'opposition. Mais nous allons marquer une courte pause. Restez avec nous. À tout de suite. Merci.